Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci également aux associations pour l'accueil, parce que je sais par expérience à quel point c'est délicat effectivement d'organiser ce type d'événement. Pour ma part, je viens en voisin, puisque j'habite à Nantes, et c'est la seconde fois en fait que je participe à cet événement, donc encore une fois, merci. Je viens aujourd'hui en tant que représentant d'une association parisienne qui s'appelle l'association Braillenet. Et dans ce cadre-là, j'ai proposé aux organisateurs de l'événement de vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée par l'association et par un certain nombre de membres bénévoles de l'association concernant ou au sujet de l'accessibilité du web public, l'état de l'accessibilité du web public en France. Donc, pourquoi on a fait ça, je vais revenir tout à l'heure effectivement dans le détail, pardon. Mais ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est qu'au quotidien, je suis consultant en accessibilité numérique. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, bon, pour faire simple, je dis souvent que je pose des rampes d'accès à l'intérieur des systèmes d'information ou à l'intérieur des sites web pour faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous les publics. Ou quelquefois je dis que je fais des sites internet qui seraient ou qui sont vus ou peuvent être vus par les non-voyants, par exemple. Mais on verra par la suite que c'est une expression un peu réduite par rapport effectivement au champ des possibles. Donc plusieurs personnes ont participé à cette étude, des membres de l'association Braillenet, des membres résidents. Généralement, Denis Boulet est avec moi pour présenter cette étude. Ici en région, c'est moi qui suis le porte-parole. Et des membres du groupe de travail accessibilité AccessiWeb. Je reviendrai sur ces notions-là tout à l'heure. Grosso modo, on était 6 en fait à travailler sur cette étude qu'on a menée durant 4 mois entre des Parisiens et des régionaux. Donc concrètement, je suis régional de l'étape en Pays Breton. Voilà. Donc rapidement pour présenter l'association, elle existe depuis 1998 et elle participe effectivement au développement des initiatives locales dans ce qui concerne au plan national et au plan international aujourd'hui la prise en compte de l'accessibilité numérique. Depuis 2010, l'association est membre du W3C. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le W3C, c'est le consortium international qui régule, qui écrit ce qu'est le HTML, par exemple, ce qu'est le mode de fonctionnement d'un navigateur web. C'est toute la formalisation et la standardisation des usages sur le net qui est régulée par le W3C. En son sein, ce W3C, qui est un large consortium des grands éditeurs de logiciels notamment, ce W3C possède une entité qui s'appelle le WAI, et le WAI est une petite structure interne qui gère uniquement la problématique de l'accessibilité numérique. Donc concrètement, le travail que fait Braillenet au plan national est la traduction de ce qui se pratique de manière beaucoup plus large au plan international. Cette association est basée effectivement dans une université parisienne, l'université Pierre et Marie Curie. En 2002, elle a créé un label et une entité qui s'appelle AccessiWeb. Donc pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la notion d'accessibilité numérique au niveau français, on va dire que AccessiWeb, c'est quand même un terme générique qui sonne à l'oreille des initiés. Et à ce titre, je fais partie d'un groupe de travail qui compte aujourd'hui à peu près 500 membres, qui sont des membres certifiés, qui sont ce qu'on appelle des auditeurs en évaluation, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi une formation et qui ont été certifiés, qui sont habilités aujourd'hui à dire en évaluation si un site web est accessible ou ne l'est pas. Donc, je vous l'ai dit, l'accessibilité numérique, c'est un petit peu la traduction de la rampe d'accès que l'on pose, je ne sais pas moi, à l'entrée d'un bureau de poste, pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, aussi bien mon père, ma mère, qu'une personne en fauteuil roulant ou qu'une femme enceinte. L'idée, c'est de pratiquer, en termes d'accessibilité numérique, un site unique pour tous les utilisateurs qui produisent une quantité d'informations qui soit identique pour tous les utilisateurs,
avec, si possible, une optimisation du confort d'utilisation de ce site unique, mais en fonction effectivement de l'état sensoriel, par exemple, de la personne qui le consulte. Donc, que dit la loi en France par rapport à la prise en compte de l'accessibilité numérique? On est arrivé un peu sur le tard en France au niveau législatif, mais disons qu'en février 2005, la loi de février 2005 pour l'égalité des chances intègre un élément particulier, un article, l'article 47, qui dit grosso modo, je vais un peu paraphraser, mais que tous les sites internet, intranet, extranet, etc., tous ces sites publics, ils doivent être accessibles à l'ensemble des citoyens. Donc, cette loi, elle a le mérite d'exister et elle a effectivement, entre le 11 février 2005 et l'officialisation de l'apparition des décrets, des arrêtés ou des divers arrêtés, elle a mis effectivement beaucoup de temps à entrer en vigueur. Grosso modo, l'arrêté, comme vous pouvez le lire, l'arrêté au journal officiel, il a été publié simplement le 29 octobre 2009. En France, on a tendance à dire qu'on est un peu à la traîne sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, dans le cadre de la prise en compte de l'accessibilité numérique également, nous sommes un peu à la traîne, notamment par rapport à ce qui se pratique, on va dire, dans les pays anglo-saxons et dans les pays d'Europe du Nord, principalement. Donc, que dit effectivement ce texte? Il dit assez rapidement que les établissements publics doivent proposer des sites accessibles en référence à un document unitaire qu'on appelle un référentiel. Un référentiel, c'est un peu ce que vous avez dans l'éducation nationale, c'est un peu la même chose, qui dit que pour valider, par exemple, un niveau d'études, vous avez besoin de passer un certain nombre de certifications, d'obtenir un certain nombre d'UV, d'avoir un certain nombre de notes. Mais disons que là, la démarche est un peu la même et que ce référentiel unitaire, il s'appelle, pour les établissements publics, le RGAA, le référentiel général d'accessibilité des administrations. Grosso modo, le RG2A, c'est la Bible de tout webmaster de site public. C'est à l'intérieur de ce référentiel qu'il va trouver toutes les informations nécessaires à la mise en conformité du site ou des sites dont il a la charge. Donc, que disait la loi? La loi, elle disait que, disons que les sites publics avaient 2 ans ou 3 ans pour être mis en conformité. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, effectivement, c'est les textes qui ont été produits en ce sens-là. Ça veut dire quoi de manière très pragmatique? C'est-à-dire que depuis mai 2011 pour les sites ministériels et depuis mai 2012 pour tous les autres sites publics de collectivités et autres, les sites sont accessibles. C'est une super nouvelle. Alors, je vous rassure, dans les faits, c'est de la théorie, mais ça ne correspond pas effectivement à la pratique. Donc, par rapport à ça, chez Brainnet, on s'est dit, il y a des mots, il y a la théorie, on aimerait savoir, à un moment donné, quelle est la cartographie de l'état du site, du niveau d'accessibilité du web public en France. Donc l'idée a germé au niveau d'un certain nombre de membres de l'association et on s'est dit, comment faire? On n'a rien pour l'instant, on va se doter d'indicateurs. Les indicateurs, on ne les avait pas à l'extérieur, donc on s'est dit, il va falloir effectivement qu'on les mette au point nous-mêmes. Donc on a pris, grosso modo, on a regardé les sites. On a regardé 600 sites publics. Et ces 600 sites, ils nous semblaient être représentatifs de l'ensemble du web public. Alors, pas forcément de l'ensemble dans le terme d'un échantillonnage, puisqu'effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On s'est dit qu'à partir de 600, déjà, on avait une valeur ou un échantillon qui était vraiment représentatif. Donc, il y a plusieurs initiatives effectivement qui avaient été proposées, notamment une qui avait été initiée par l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, qui mettait déjà en avant
dans le cadre d'un rapport en 2010, des exemples de politique ministérielle volontariste et surtout, déjà à l'époque, d'un retard général ou généralisé dans la prise en compte de l'accessibilité. Donc le RG2A, je vous l'ai dit, hein, le document de référence pour les administrations, il fait partie d'une ce qu'on appelle une liasse. Une liasse, c'est un groupement effectivement de parutions, et dans l'une d'elles, il est fait mention de l'obligation pour les sites publics de proposer ce qu'on appelle une attestation de conformité. Qu'est-ce qu'une attestation de conformité? C'est un document autodéclaratif qui dit que pour un site en particulier, eh bien, il a satisfait ou non un certain nombre d'exigences. L'attestation de conformité, c'est l'étape finale de la vérification de la conformité au RG2A. Principe autodéclaratif, donc pas, on va dire, obligation à le faire paraître, des éléments concernant la formalisation de l'attestation, mais des indicateurs, effectivement, les données doivent être objectives, mais ne sont pas forcément immédiatement vérifiables, à la différence de certains autres pays où les données qui sont produites dans ces attestations de conformité sont vérifiées par des autorités de régulation. Ce n'est pas le cas en France. Donc une attestation de conformité. Les objectifs de la conformité accessible, c'est pas forcément immédiatement l'objet pour en parler ici, mais bon, l'idée, c'était de démontrer les avancées dans une attestation. On démontre les avancées du travail qui a été mis en place. C'est un peu, si vous voulez, la feuille de route. C'est ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai initié, ce que je vais faire. Si possible, fixer l'échéancier et les modalités de la manière dont je vais le faire. L'attestation, c'est un vœu de transparence, et c'est la formalisation de toute la transparence que je vais produire en disant voilà où j'en suis et voilà dans quelle direction effectivement je m'engage. Donc il y a des problèmes qui sont connus, il y a des problèmes qui sont anticipés, il y a des problèmes de mise en œuvre effectivement au quotidien sur le terrain, il y a des problèmes de coûts effectivement quelquefois qui sont mis en avant, il y a des problématiques qui sont un peu plus subjectives. Souvent on a tendance à dire, alors c'est pas moi qui le dis, mais j'entends dire, un site accessible par exemple c'est un site moche. Tout ceci parce que on va dire que sur des critères esthétisants, un site moche, ça correspondrait à des indicateurs qui sont des indicateurs de mode, mais moi ce que je préfère mettre en avant, c'est que ces indicateurs-là, ils sont fournis effectivement par des autorités compétentes et qui disent que pour une personne, par exemple, daltonienne ou pour une personne malvoyante, il est préférable de travailler avec des indicateurs de contraste qui seraient suffisants pour permettre à un maximum de personnes de lire visuellement l'information dans des conditions satisfaisantes. Ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Que vous fassiez une charte de manière accessible ou pas, on va dire que le prix est le même. C'est simplement, on va dire, au départ, en amont, le fait de savoir comment faire accessible qui a l'importance. Et ça passe effectivement beaucoup et essentiellement par le transfert de compétences, par la formation. Donc, le RG2A, il propose tous les indicateurs et tous les éléments normalement suffisants d'un point de vue formel pour dire de quelle manière je vais rédiger mon attestation de conformité quand je suis site public. Ces indicateurs, ils sont fournis. Hein. On doit donner dans l'attestation la date de la réalisation du site, la version du document, le RG2A de référence, parce que c'est un document qui évolue, le nom du déclarant, technologie utilisée, les agents utilisateurs, c'est-à-dire ce sont tous les navigateurs que j'ai utilisés pour faire ce qu'on appelle la recette, pour regarder mon site internet et dire effectivement s'il était accessible ou pas. La liste des pages qui constitue mon échantillon, la liste des pages que j'ai utilisées en disant ces 10 pages, ces 12 pages sont représentatives des fonctionnalités, par exemple, de l'ensemble de mon site. Cet échantillon, effectivement, il est considéré aujourd'hui comme étant potentiellement représentatif de l'ensemble
du site dont j'ai la charge. L'attestation, elle est accessible normalement dans une page dédiée. C'est-à-dire que souvent, vous avez dans les sites internet une page qui est dédiée à l'accessibilité. Quelquefois, elle s'appelle la page d'aide et on retrouve à l'intérieur une page d'accessibilité ou une rubrique liée à l'accessibilité. Quelquefois, on retrouve ces mentions quelquefois dans le pied de page, au niveau des mentions légales. Normalement, effectivement, nous, ce qu'on a pratiqué, c'est qu'on a tapé des mots-clés dans les moteurs de recherche quand il y en avait. On a tapé principalement le mot-clé RGAA dans les sites internet pour voir s'il y avait une référence à ce document unitaire. Donc, on sait que la DISI a annoncé, la DISI, on va dire que c'est la DSI, la Direction des services informatiques de l'État, a annoncé la refonte du RG2A. Donc, ce référentiel évolue. Pourquoi ? Parce que les technologies évoluent et qu'aujourd'hui, par exemple, on est passé du HTML4 au HTML5 et il va falloir effectivement que les documents de référence évoluent en même temps que les technologies de référence en matière de web. Donc la DISI a annoncé qu'au plan national, le RG2A allait évoluer et que, sans s'engager sur une date, on peut penser que fin 2014, courant 2015, on va avoir une nouvelle version du RG2A qui notamment intégrera toute la problématique ou la prise en compte du HTML5, notamment. Donc, encourager les bonnes pratiques, c'est une démarche qui a été initiée et qui est initiée depuis des années effectivement par Brainnet. L'idée ici, c'est que l'association va mener une série d'études sur la prise en compte au plan national de l'accessibilité numérique. L'étude que je vais vous proposer, ou les chiffres que je vais vous proposer maintenant, sont l'un des éléments. Alors, c'est une étude qui est uniquement quantitative. Elle n'est pas qualitative. Il y a actuellement un observatoire de l'accessibilité qui travaille parallèlement à l'étude que je vais vous présenter sur des données qui seront cette fois-ci qualitatives. Je vais vous expliquer effectivement la différence du point de vue de cette étude qu'il y a entre ces deux approches. L'association s'est appuyée sur son groupe de travail AccessiWeb, sur les experts en accessibilité au plan national, a lancé effectivement un appel à projet en disant qui parmi vous est intéressé pour travailler sur cette étude. Donc, je l'ai dit, dans le cadre d'un bénévolat, et un certain nombre d'acteurs du web ont répondu présent. Donc, je vous l'ai dit, on a travaillé entre janvier et avril 2014, et sur les indicateurs dont j'ai parlé, qui sont des indicateurs objectifs. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Simplement pour dire qu'il y avait surtout des acteurs privés. Moi, par exemple, je suis consultant indépendant, mais il y avait des SS2I qui avaient des membres représentés dans l'étude, des sociétés de services en informatique, des cabinets conseils, des agences de communication. L'idée, c'était de répondre, c'est pour ça que j'ai parlé de quantitatif, de répondre à deux questions. Ces deux questions, c'est le site évalué déclare-t-il la conformité accessible de ces services, comme le lui demande effectivement le législateur. Et l'autre question, le site évalué propose-t-il l'attestation réglementaire exigée par le législateur? Donc, pas de subjectivité, pas d'interprétation. La réponse à ces questions est obligatoirement oui ou non. Alors, l'idée et les objectifs encore, c'est de dresser un état des lieux quantitatif et objectif. On a une difficulté sur le terrain, c'est que quand on travaille sur un projet ou plusieurs projets liés à l'accessibilité, on est confronté, on travaille de manière collaborative, notamment avec des élus, et que souvent les élus nous demandaient combien y a de sites accessibles en France. Et ça, on était bien en peine de leur répondre. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que justement, on n'avait pas pratiqué cette étude. Aujourd'hui, on a, je dirais, un commencement de preuve. On est capable de leur dire, au moins de leur fournir des indicateurs, mais des indicateurs qui sont fondés. Donc ce ne sont pas des individus qui proposent ces indicateurs. Encore une fois, c'est l'association Brainnet qui le fait.
et qui fera évoluer ces indicateurs. Donc, une différence entre déclarer la conformité et afficher la conformité. À aucun moment, par exemple, quand on a vu qu'une ville, par exemple, déclarait le niveau d'accessibilité de son site, on a émis un avis expert en disant « elle a raison, elle a tort, elle l'a fait de manière légitime ou pas ». À aucun moment on a fait ça. On a simplement regardé « oui, déclare, oui, atteste ». On a une volonté aussi, parce qu'on se doute, et vous en doutez je pense, on se doutait avant de mener l'étude des conclusions ou des orientations de l'étude. C'est le roi du suspense. Vous avez compris depuis tout à l'heure qu'on se doute peut-être de quelque chose, mais ça sera à la page d'après. On était patient, on voulait en avoir le cœur net. Aujourd'hui, on le sait. On le sait, mais ce qui nous intéressait, c'était d'abord de valoriser. Et c'était l'objet, effectivement, de beaucoup de politiques publiques, de valoriser les bons exemples. Pourquoi ? Parce qu'ils sont suffisamment rares. Donc, je dévoile une partie du suspense. Ils sont suffisamment rares pour qu'on en parle. Et encore une fois, ce ne sont pas forcément les plus gros qui font preuve d'initiative citoyenne sur le terrain et qui le font de manière correcte. Donc on souhaitait, effectivement, et on souhaite mettre ou donner ou montrer ces collectivités ou ces personnes qui s'engagent, qui sont quelquefois, souvent même, des élus, et qui donnent une vraie valeur citoyenne à leur politique, et notamment en termes d'intégration. L'idée, ça va être de pérenniser et d'amplifier le travail qui a été mené au niveau de cette étude. Et ce qu'on aimerait, c'est créer une communauté de déclarants. C'est pas grave si j'ai pas fait ce que je devais faire parce que je suis élu ou je suis responsable d'un site. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que je vais faire, ce que j'initie, ce que je commence à faire. Je ne savais pas, maintenant je le sais, donc je vais le faire. Je ne sais pas forcément comment je vais le faire. Aidez-nous à le faire. Je vais envoyer mes équipes en formation chez Brainet pour apprendre à le faire. Voilà, c'est cette démarche-là qui est positive et c'est cette démarche-là qu'on souhaitait encourager. Donc, j'ai dit à peu près, enfin c'est même sûr, 602 sites. On a pris 53 sites issus de la sphère ministérielle française. On a pris 27 sites internet des conseils régionaux. On a pris 101 sites de conseils généraux de l'Hexagone, 105 sites de préfecture nationale, 81 sites des communautés ou des principales communautés d'agglomération en France, et on a pris 235 sites de mairies françaises, dont les 100 sites des plus grandes villes de France. Donc en termes de répartition, bon, là je reprends les éléments que vous aviez. Hein. La répartition, on l'a principalement orientée sur les mairies, 235 mairies. Au départ, on s'était dit, on va prendre 300 sites. Et puis assez rapidement, on s'est dit, ça serait bien d'ajouter ci, d'ajouter ça. Et puis finalement, on est arrivé à 600. Donc vu que l'indicateur qu'on s'était fixé au départ, on s'est dit qu'il était en phase avec l'idée qu'on se faisait de l'exhaustivité, de la représentation. On s'est dit, bon, il y en a 2 fois plus, bah, c'est pas grave, on va y passer 2 fois plus de temps. Donc on y a passé 2 fois plus de temps. Et l'idée, ce qu'on aimerait, c'est que dans les mois à venir, on en traite au moins 100 de plus par an. Mais je ne vous cache pas qu'on aimerait arriver à 1000 en 2015. 1000 sites. Bien faire une différence entre l'attestation de conformité, qui est le document réglementaire exigé par la loi, et la déclaration de conformité. J'ai le droit de dire sur un site que je déclare la conformité de mon site avec le RG2A. C'est autodéclaratif. Ce n'est pas exactement ce que demande la loi. La loi demande à ce que soit produite, produit l'attestation de la conformité. Donc on a regardé encore une fois ces 2 éléments. Mais on doit faire une différence entre déclarer la conformité et avoir un document unitaire qui atteste la conformité du site. Voilà. Donc sur la
déclaration, c'est-à-dire le fait de dire mon site est conforme avec le RG2A, puisqu'on considère que le RG2A, c'est le mot-clé, c'est le référentiel. Sur cette partie-là, sur la partie « oui, je dis que je l'ai fait », on a regardé s'il y avait, encore une fois, la mention au RG2A et s'il y avait un engagement de la part de la collectivité à faire un rapprochement entre le site lui-même et le cadre du RG2A. Quelquefois, on voit dans ces pages dédiées des laïus très théoriques sur le RG2A. Qu'est-ce que le RG2A? Qu'est-ce que la politique d'accessibilité numérique en France? Mais aucun rapport entre le site en question et la mise en œuvre par rapport à ce référentiel-là. Donc, comme vous pouvez le voir ou le lire, nous avons sur les 602 sites, 106 sites qui déclarent une conformité vis-à-vis du RG2A, déclaration. Et vous avez simplement 22 sites sur les 602 qui produisent une attestation de conformité. C'est-à-dire, il y a 22 sites simplement qui, on va dire, quelque part, excusez-moi l'expression, entre guillemets, mais qui respectent la loi ou qui respectent les indicateurs qui sont fournis par la loi, qui respectent ce que leur demande le législateur. Ça doit être 22 préfectures? Pardon? Ça doit être 22 préfectures? C'est en fait, sur la déclaration de conformité, on a 50% de déclarations qui effectivement concernent les préfectures. Donc, vous voyez, de manière assez détaillée, mais vous aurez les résultats de cette étude. Si on a besoin de la détailler, les principales motivations de la déclaration, les principaux indicateurs de la déclaration sont fournis essentiellement par les préfectures. Pourquoi? Principalement parce qu'ils utilisent les préfectures utilisent la même matrice de déclaration et utilisent généralement la même page pour déclarer ou utilisent les mêmes pages pour déclarer leur conformité. Donc, ce qui est assez remarquable, c'est que dans ces indicateurs, la déclaration est faite, mais d'un point de vue qualitatif cette fois-ci, quelquefois, on a les indicateurs d'une préfecture qui sont les mêmes que les indicateurs d'une autre préfecture. C'est-à-dire que on imagine assez bien un copier-coller de la même page qui s'appliquerait à différentes préfectures. Concernant les attestations de conformité, là encore, on a, je ne vais pas dire en majorité, mais sur les 22, on retrouve quelques mairies, on ne trouve pas de préfecture, on trouve quelques conseils généraux, on trouve effectivement des régions, et puis, effectivement, puisqu'elles avaient 1 an pour le faire de plus que les autres institutions, les ministères. Au niveau de ce qu'on a regardé dans, cette fois-ci, les attestations, donc attestations formalisées, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un cadre qui était clairement défini pour dire de quelle manière doit être construite l'attestation. On s'est un peu attardé sur est-ce qu'on trouvait les coordonnées du déclarant, est-ce qu'on trouve la date de déclaration, est-ce qu'on trouve la liste des pages auditées, etc. On va dire que c'est relativement bien suivi, c'est relativement bien mis en œuvre, c'est relativement bien compris. On parle, encore une fois, de 22 attestations sur 602 sites. Alors, il y a un point positif, c'est que s'il y a 22 acteurs qui ont compris correctement la manière de rédiger, la manière de s'engager, la manière de formaliser une attestation, au départ, on s'est dit il y a quelque chose qui doit clocher, c'est-à-dire que le message ne doit pas être clair ou la formalisation du document ne doit pas être bien mise en avant. Enfin, il y a quelque chose qui, excusez-moi l'expression, il y a quelque chose qui déconne. On s'est dit après que si certains ou certaines collectivités le faisaient correctement, c'est qu'elles avaient puisé l'information au bon endroit et qu'elles avaient les bons éléments pour traduire ou pour mettre en avant les bonnes pratiques. Donc je vous rassure, tous les éléments constitutifs ou tous les éléments représentatifs d'une attestation ou d'une déclaration sont librement accessibles depuis
La première version du RG2A qui ne s'appelait pas le RG2A, c'était le référentiel d'accessibilité en 2004. Donc depuis 2004, les collectivités ont à la disposition un document unitaire qui leur permet effectivement de traduire ce type d'exigence. Donc, déclaration de conformité, sur les 50 plus grandes villes de France, on a 3 déclarations. Sur les 50 plus grandes villes de France, on a une attestation. Et quand on prend les 100 plus grandes villes de France, on retrouve 7 déclarations de conformité pour 3 attestations. Les bons élèves, quelques ministères, je ne vais pas les citer tous, je vais plutôt mettre en avant les CG, l'Ain, l'Aube, la Loire, Pas-de-Calais, le Rhône, les conseils régionaux, la Bretagne, les Pays de la Loire, Rhône-Alpes, les communautés de communes, Châlons, Val-de-Bourgogne, Limoges Métropole, les villes Aix, Amiens, Annecy, Niort, Saint-Nazaire. Parmi les 22, effectivement, ces acteurs ont produit des attestations en bonne et due forme. Donc, 19 sites déclarent, sur ces 22, déclarent un pourcentage de conformité. Alors non, pardon, sur l'ensemble. 19 sites déclarent un pourcentage de conformité pour une moyenne à peu près de 88%. On a 5 attestations qui fournissent 100% de conformité. 100% de conformité, c'est un peu comme les élections. Quand vous dépassez la barre des 70%, vous vous dites ça commence à être un peu douteux. Là, on ne travaille pas sur du qualitatif, on travaille uniquement sur des données quantitatives. Bon, reste qu'on peut se poser des questions. Il y a une notion, en fait, on a regardé sur les dates des attestations, on voit une évolution quand même au fil du temps sur le nombre d'attestations. Les conditions, effectivement, sont de plus en plus bien formulées. L'obligation de résultats est de plus en plus importante vis-à-vis des prestataires sur les obligations de résultats et non plus simplement des obligations de moyens par rapport à la prise en compte de l'accessibilité. C'est certainement ce qui explique la recrudescence de labels AccessiWeb et d'attestation de conformité. Une moyenne de 9,5 pages par échantillon sur les attestations que nous avons trouvées. Généralement, on a tendance à dire qu'il faut à peu près 10 pages pour que l'échantillon soit exhaustif et représentatif de l'ensemble des fonctionnalités d'un site. Les principales non-conformités déclarées, et c'est normal parce que souvent ce sont celles qui ont un coût dans les attestations. Alors, contrairement à ce que le nom peut indiquer, une attestation de conformité ne sert pas à indiquer ou à notifier uniquement de la conformité. On doit donner des indicateurs également de non-conformité ou de conformité partielle. Donc les principaux indicateurs de non-conformité, parce que ce sont souvent celles qui ont un coût, elles concernent le traitement des vidéos avec de la transcription, avec de la synchronisation, les fichiers bureautiques, notamment la transcription des fichiers PDF dans des versions accessibles, et puis la non-conformité sur la qualité sémantique du code, c'est-à-dire la manière dont la dictée est produite à l'intérieur du navigateur. C'est un peu comme quand vous êtes à l'école et que vous passez à l'épreuve dictée. Il y a des grosses fautes à 2 points, il y a des petites fautes à 1 point, et puis c'est à la fin qu'on voit la note. Eh bien, les sémanticiens qui travaillent le HTML réagissent un peu de la même manière. Et ce qu'attend un utilisateur, sans forcément le savoir, c'est qu'on lui rende une copie propre dans toutes les pages du site qu'il consulte. Dans l'ensemble, donc, la forme des attestations, je l'ai dit, était respectée. La progression du nombre d'attestations, on l'a vu, est en augmentation. Certaines attestations réglementaires ont des tailles relativement limitées. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que le 100% de conformité semblait relativement utopique. Donc,
plus de non-conformité généralement affichée dans les attestations que de conformité. Oui, j'ai quasiment terminé. La référence au RG2A est faite. On parle d'évaluation automatisée. On ne donne pas forcément tous les indicateurs de cette évaluation automatisée, c'est-à-dire qu'un auditeur peut regarder d'un point de vue humain ce qu'est le niveau d'accessibilité d'un site, mais on a aussi des indicateurs qui sont automatiques ou automatisés. Donc ce n'est pas forcément toujours très, très bien formalisé dans les attestations. Puisqu'on est en Bretagne, et puisque je voulais donner une touche locale à mon propos, je terminerai par là. Au niveau breton, j'ai pris 15 sites, les CG, le CR et les 10 plus grandes villes bretonnes. On a une attestation de conformité pour le site du conseil régional. Attestation de conformité, alors c'est une attestation de conformité partielle à 58%. Et on a 4 déclarations de conformité, des déclarations, pas d'attestation, donc autodéclaratif, pour le conseil régional, le CG22, la ville de Vannes et la ville de Saint-Brieuc. Voilà. Juste deux témoignages d'un gros site qui a des moyens pour le Conseil général du Pas-de-Calais, qu'il dit que le coût de développement reste globalement le même que celui d'un site non accessible. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un témoignage de la part de quelqu'un qui a un site et un gros budget pour travailler. Et des règles d'accessibilité influencent et clarifient l'ergonomie générale. Et puis un acteur qui est un acteur beaucoup plus petit, qui a beaucoup moins de moyens, mais qui est un acteur, on va dire, qui s'est engagé depuis longtemps dans cette logique, qui décrit effectivement les équipes comme étant enthousiastes, que l'accessibilité est un élément de cohésion, un élément fédérateur, et que les coûts, effectivement, se sont révélés raisonnables. Voilà. Pour conclure, sachez qu'on va remettre à jour périodiquement, c'est-à-dire au minimum une fois par an, on aimerait 2 fois par an les résultats de cette étude, qu'on souhaite effectivement de toute manière rendre les résultats de ces études, ou de cette étude en l'occurrence, ces résultats très transparents. On aimerait, mais ça il va falloir voir effectivement de quelle manière on peut le travailler, produire un outil collaboratif qui permettrait potentiellement aux collectivités de déclarer leur accessibilité sous la forme de déclaration ou sous la forme d'attestation, ce qui nous permettrait potentiellement de créer, parce qu'on souhaite initier une dynamique, de créer une cartographie au plan national de l'évolution de la prise en compte de l'accessibilité numérique sur l'ensemble des territoires et de voir effectivement quelle est l'évolution de ces indicateurs de diffusion. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.